Les prochains intervenants, eh bien, ce sont les chercheurs en vulnérabilité, la team de cybersécurité chez Airbus, avec messieurs Dola et messieurs Breu. Monsieur Breu, nous avons un troisième accompagnateur dont je n'ai pas le nom. Comment vous appelez-vous? Guillaume Orlando, mais je ne présente pas pour ça. Voilà. Nous avons un ingénieur-chef qui surveille si le travail est bien accompli. J'ai vu que vous étiez arrivé avec une petite démonstration, la recréation d'un environnement d'Internet des objets. Je vous laisse présenter votre conférence. Ok. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Ah, on m'entend mieux. Ok. Donc, je m'appelle Flavien Dola, je suis chercheur en vulnérabilité chez Airbus. Et puis, on avait envie de vous présenter qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des Lego. Alors, voilà. Donc, c'est une petite démonstration de recherche de vulnérabilité sur un système IoT. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une magnifique maquette que notre architecte designer Yann ici, sans le citer, on reconnaît bien sa touche artistique à base de gris, noir, enfin un esprit très militaire. Alors, est-ce que ça marche? Si, ouais. Ah, ok. Bon. Alors, de quoi on va parler? Je vais revenir un peu au sommaire quand même. On va essayer de vous présenter le système un petit peu. Après, il va y avoir une phase de reconnaissance. Alors, on essaie d'attaquer ce système-là. Donc, on va essayer de regarder un petit peu. Un petit détail technique. Là, c'est bien. D'accord. Il y a du monde dehors, ça commence à faire des Ok. voilà. On vous entend bien. Ok. Donc, on va avoir une phase de reconnaissance où on va tenter de voir un petit peu ce qu'on a comme matériel dessus en vue de l'attaquer. On va faire un petit peu de radio logiciel. On va faire un petit peu de rétro-ingénierie, un petit peu de fuzzing et puis de l'exploitation si tout va bien. Alors, le système, on l'a spécialement conçu pour le FIC. Hein. Vous imaginez bien qu'on n'a pas pris un vrai système si on aurait des problèmes. Mais en tout cas, c'est des technos qu'on retrouve dans la vraie vie. Peut-être pas pour un contrôle d'accès, mais... Et donc, le système, il représente donc un contrôle d'accès d'un parking. Voilà. Donc, si l'utilisateur arrive... alors, j'espère que ça va marcher. Il présente son badge. Voilà, et puis la petite barrière s'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle s'est ouverte. Et puis voilà, elle se referme. Magnifique. Alors, si on peut juste revenir sur la présentation. Décidément, problème technique. Ok. Donc, alors, on va... Comment ça se passe en fait? On a... chaque utilisateur a un badge RFID qui le présente devant le contrôleur. On a une partie mécanique, donc avec un moteur machin qui va s'ouvrir. Et dès que l'usager présente son badge, en fait, on va avoir une communication radio qui va s'établir avec le système d'information. Donc là, en fait, c'est le PC Diane qui fait office de système d'information. On a une communication radio et donc on va demander en fait si on a le droit ou pas. Et puis le système va loguer si l'utilisateur lorsqu'il se connecte. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a un petit peu plus précisément dans ce système? Donc, on a nos badges RFID, on a un contrôleur. Donc, en fait, c'est vraiment le cœur du système. C'est à base de SP32 pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'IoT. On a de la communication radio. Donc, qu'est-ce que va faire dans un premier temps un attaquant? Bêtement, j'ai du mal à passer. Ok. On va déjà tenter de faire un petit peu de capture radio pour voir un petit peu la gueule que ça a, quoi, les trames, si on arrive à reconnaître quelque chose. Donc là, il y a Yann qui est en train de lancer un. Il a branché sa petite RTL LSDR et il a lancé GQRX, c'est un logiciel que vous connaissez certainement tous. Et donc là, on peut voir qu'on a des communications radio qui se passent sur la bande de fréquence des 866 MHz. Donc génial, on va essayer de regarder un petit peu plus ce qui se passe. Donc là, Yann, tu es censé lancer un autre outil. Allez, on n'aimerait pas passer la nuit non plus. Ok, donc là, il a lancé un autre outil qui s'appelle Baudline, que les amateurs de radio logiciel connaissent peut-être. Et donc là, on s'est calé sur la fréquence des 866 MHz. Et donc là, il va zoomer un petit peu sur la trame pour qu'on voie à quoi ça ressemble. Vas-y, Yann.
Et alors là, vous l'aurez tous reconnu, c'est une trame LoRa. En fait, ça se reconnaît assez bien parce que on a le préambule, voilà, c'est toutes ces barres obliques, et après suivi de 2 barres obliques dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment pour que le récepteur se cale sur la vitesse d'émission, quoi. Et après, on a les symboles LoRa qui apparaissent. Donc génial, on sait qu'on a du LoRa, donc on va tenter de faire une petite capture réseau. Allez Yann, fais chauffer. Ok, donc là, en fait, on a utilisé un petit dongle, là, c'est le low stick, c'est un petit dongle USB. Et là, on fait juste de l'écoute. Et là, on peut voir qu'on capte pas mal de choses, dont pas que des choses à nous d'ailleurs. Et donc là, en fait, on voit des trames. Alors, on voit pas trop, mais là, c'est les trames vraiment qu'on reçoit du système. Et bah, croyez-moi sur parole, mais en fait, on voit qu'il y a des patterns qui sont assez reconnaissables. Voilà, on voit que les trames, elles commencent tous par F0, 10, quelque chose. Et après, on a des octets qui changent. Donc là, ce qu'on peut faire comme attaque un peu bête et méchante, c'est de capturer lorsqu'on a un accès, lorsque la barrière s'ouvre, et tenter de rejouer ces trames. Donc là, c'est ce qu'a fait Yann, et en fait, on voit que rien ne se passe sur la maquette, donc c'est un peu un échec. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout un protocole d'authentification qui est mis en place, donc qui empêche le rejeu. Si on pourrait revenir sur la presse. C'est compliqué, en fait. C'est la régie. Si on peut, tu peux remettre la presse? Super. Donc ça, on l'a fait. C'est un échec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de comprendre un peu comment le système marche. Donc là, on va vraiment s'attaquer à l'ESP32. On a vu que c'était un petit peu le cœur du système. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser en fait les outils que nous fournit Expressif pour pouvoir programmer un de ces chips-là, et on va tenter de dumper le firmware. Donc là, pour les besoins de la démo, le chipset, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. En fait, c'est des choses qu'on voit aussi dans la vraie vie. Hein. Mais donc là, on utilise juste les outils pour dumper le firmware. Donc ça, on l'a déjà fait pour pas que cette étape soit trop longue, et puis elle a peu d'intérêt. Et maintenant, on va tenter d'aller reconstruire, en fait, analyser ce dump-là. Pour ça, on va utiliser des outils open source. Si on peut juste revenir sur l'écran de Yann, il va faire les manips. Voilà, super. Donc là, en fait, Yann, il a déjà lancé un petit script et en fait, qui analyse ce dump-là. On voit qu'on a plusieurs partitions. Et dans le SP32, en fait, les partitions où sont stockées vraiment les données utiles, c'est la partition app0. Donc chouette. Donc là, Yann, il va réutiliser un petit outil qui va juste nous extraire en fait la partie code et qui va nous transformer ça en elf. Et depuis cet elf-là, on va pouvoir commencer en fait nos travaux de rétro-ingénierie, en fait comprendre un petit peu le système, comment il fonctionne. Donc là, Yann, il est en train de lancer Ghidra. Donc Ghidra, c'est un outil open source maintenant, distribué par la NSA, et qui permet donc de faire de la rétro-ingénierie. Alors le problème, c'est que sur l'ESP32, Ghidra, enfin, il supporte un large éventail de CPU, mais de base, il ne supporte pas en fait l'architecture de l'ESP32, qui est une architecture Xtensa. Donc, on a pu trouver sur le net des contributeurs qui avaient mis à disposition des implémentations. Malheureusement, elles étaient partielles, donc on a dû un peu les compléter. Il y avait quelques bugs aussi qu'on a dû corriger. Et donc, in fine, on arrive à ça. Donc, en fait, on voit du beau code. Donc, Ghidra nous donne aussi une vue décompilée. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est que par exemple là, voilà, là il y a un call qui est fait sur cette adresse-là, et on peut voir en fait, elle est en rouge. Ça veut dire que l'adresse n'est pas mappée. Ça veut dire qu'il y a des portions de code qui nous manquent dans notre base de rétro. Donc, on va avoir des difficultés à faire une bonne rétro, à comprendre ce qui se passe au niveau du programme s'il nous manque des portions de code. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a regardé dans la suite de développement de SP32 à quoi correspondaient ces adresses. Et en fait, on s'est aperçu que ces adresses, elles sont déjà stockées dans la mémoire ROM du chip. Donc, il y a toute une partie, en fait, voilà, des fonctions. Et en fait, c'est ces fonctions-là, là, par exemple, là, c'est etf-printf, c'était l'adresse qui nous manquait. En fait, c'est des fonctions de base qu'on pourrait retrouver dans la libc. Donc, on a toute une partie, en fait, du code qui est déjà inclus dans ce chip-là. Donc là, la prochaine étape, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté un ESP32, on a déployé notre propre projet en vue de dumper cette partie ROM, qu'après on a réintégré dans notre base.
Et maintenant, on a une base de travail qui est assez solide. Ce qu'on a fait également, c'est que comme on avait vu, on avait pas mal de symboles dans la suite de développement. Donc, on exporte finalement ces symboles pour les réappliquer dans notre base Ghidra. Et ainsi, on va économiser pas mal de temps en termes de rétroconception pour comprendre la logique du programme. Donc là, c'est ce qu'est en train de faire Yann. Normalement, il est en train d'essayer d'appliquer les symboles, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, vas-y. Voilà, donc ça, c'est l'extract qu'on a fait, où en fait, on voit les noms de fonctions. Donc ça, c'est des fonctions, voilà, str, chr, ce genre de choses. Ça, c'est typiquement des fonctions qu'on peut trouver dans la libc. Et donc, voilà, grâce à un petit script Ghidra bien senti, on va pouvoir les appliquer à notre base. Et ça va nous éviter pas mal d'heures de rétroconception. Voilà, et donc là, on peut voir en fait que la fonction qu'on regardait bien avant, elle a bien été renommée en ETSprintf. Et là, si tu double-cliques dedans, Yann, vas-y, encore descends là. Si tu double-cliques encore sur ETSprintf, non, en dessous. Ouais. Voilà, on voit en fait qu'on a bien le code qu'on a dumpé précédemment de la ROM. Donc là, on est bien parti pour comprendre et faire de la recherche de vulnérabilité sur ce chip. Et donc là maintenant, alors si on peut revenir juste à la présentation, bon, en fait il y a deux approches pour faire de la recherche de vulnérabilité. En tout cas, donc ça on l'a vu. J'ai vraiment des problèmes. Ah, ça c'est la fin, c'est dommage. Bon, tant pis. Allô, allô. Bon, c'est pas grave. En fait, il y a deux approches pour faire de la recherche de vulnérabilité. Ah bah voilà, parfait. Soit on fait de l'analyse statique, donc on est assez fort pour arriver à juste à lire le code assembleur ou le décompiler et arriver à comprendre l'architecture ou voir des erreurs d'implémentation telles que des overflows. On est assez fort assez bon en programmation pour arriver à les détecter à l'œil nu. Ou sinon, il y a aussi par du fuzzing. Donc là, c'est l'approche qu'on va utiliser. Le problème, c'est que sur l'architecture Extensa, en fait, il n'y a pas d'outil de fuzzing qui existe. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un petit outil qui est en open source, qui s'appelle AFL Ghidra EMU. Et en fait, cet outil-là, il va coupler le fuzzer AFL avec l'émulateur de Ghidra. Parce que Ghidra, en plus d'être un décompilateur et un désassembleur, c'est aussi un émulateur. Donc, il va nous permettre de pouvoir jouer les instructions l'une après l'autre. Et donc, on va coupler en fait les fonctionnalités du fuzzer AFL avec l'émulateur de Ghidra pour pouvoir fuzzer notre programme avec couverture de code et obtenir potentiellement des bons résultats. Donc, je me dépêche un peu parce que je pense que je suis en retard. Tout va bien. Tout va bien. Parfait, ok. Non, c'est bon. Ah, est-ce qu'on peut switcher sur l'écran de Yann? Ok. Donc là, pendant que je vais faire mon petit blabla, Yann, il va lancer le fuzzer pour que, sinon, on va attendre 3 minutes en regardant l'écran, ça va pas être intéressant. Mais grosso modo, mon fuzzer, alors, il fonctionne comment? On avait AFL qui est l'outil bien connu open source, qui va envoyer en fait des données aléatoires au programme, ça via un programme intermédiaire. Et ce programme intermédiaire, il va envoyer via une socket ses inputs à l'émulateur de Ghidra. Et en fait, Ghidra, il va prendre cet input, il va setter les registres comme il faut, il va mettre cet input en mémoire, et après, il va émuler le code. Et derrière, en fait, il va renvoyer à AFL les chemins qu'il a parcourus. Et ainsi, AFL va être capable de dire, OK, tel sample, il a parcouru tel ou tel chemin, et tel autre sample, il a découvert un autre chemin. Ah, donc c'est intéressant, donc je le prends en fait comme sample où je vais me baser pour créer un autre aléa. Et ainsi, en fait, AFL, il va être capable de finalement comprendre le format du fichier ou le protocole qu'on essaye de fuzzer. Et donc là, dans notre projet, si on veut fuzzer cet équipement-là, il va falloir donc qu'on identifie dans notre chipset ESP une fonction intéressante qui est à fuzzer. Et par exemple, une des fonctions intéressantes, c'est la fonction de réception des trames LoRa. Et donc là, Yann, il va nous montrer normalement un petit peu de Ghidra. Et, donc il va falloir en fait qu'on fasse quelques tâches de rétroconception pour savoir dans le code où est-ce que se trouve la fonction qui est en charge de réceptionner les trames LoRa.
Et une fois qu'on aura identifié cette trame-là, on va pouvoir configurer notre émulateur et ainsi derrière lancer notre fuzzing. Donc là, pour faire ça, en fait, Yann, il regarde les chaînes qui sont référencées dans le programme. Donc là, on voit une chaîne qui s'appelle Frame to Short. OK, on fait un coup de cross-référence dessus. Et donc là, ça nous amène dans une belle fonction. Tiens, si tu peux juste passer sur la vue décompilée. Voilà. Et donc, en fait, dans cette belle fonction, on voit qu'on a d'autres strings. Enfin, là, on ne le voit pas parce que l'écran est trop petit, mais vous me croyez sur parole. Mais il y a d'autres strings comme frame to short, ce genre de choses. Donc, on se doute en fait que le parsing, il est fait à ce niveau-là. Et donc, avec un petit peu plus de rétroconception, on va identifier en fait que les arguments de cette fonction, elle prend en premier argument un buffer vers les trames LoRa que le chip a reçu, et deuxième argument, sa taille. Donc, maintenant qu'on a toutes ces informations-là, on va être capable derrière de lancer du fuzzing sur avec notre outil en l'émulant. Et donc là, Yann, si tu peux juste remonter sur le fuzzing, normalement, on a dû avoir des choses. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous êtes familier du fuzzer AFL, mais là, le 7, là, ça veut dire qu'il a trouvé 7 chemins différents. Donc ça veut dire que notre émulation avec couverture de code, elle fonctionne bien. Et si vous regardez en fait les samples qui ont permis de trigger ces chemins différents, on voit tout ce qui commence par F010, F010, les mêmes choses qu'on avait vues lors de notre capture LoRa. Donc là, le fuzzer, il a été assez intelligent pour trouver ça. Et on a vu également que là, il a détecté quelques crashs, un crash. Donc c'est chouette. On va regarder si ce crash est vulnérable. Allez Yann, fais chauffer. Donc là, il va relancer en fait l'émulateur dans Ghidra en mode debug pour qu'on ait un peu plus de log et on voit ce qui se passe. Là, tu l'as pas coupé là. Bref, enfin, c'est pas grave, Yann. On va faire sans. Si tu peux juste remonter. Juste remonter. Voilà. En fait, là, vous voyez rien que dans le fuzzing, vous voyez qu'en fait, on a réécrit le pointeur d'instruction avec une adresse qui n'est pas mappée dans le programme. Et en fait, il s'avère que cette adresse, on la contrôle lorsqu'on envoie une trame LoRa spécifiquement conçue. Donc, on arrive finalement à réécrire le pointeur d'instruction. C'est pas grave, laisse ça. Et en fait, si tu vas juste sur si on va expliquer quand même un petit peu la vulnérabilité où elle se trouve. En fait, la vulnérabilité, elle se trouve dans le parsing d'une trame de type ping. Bon. Et en fait, on a la même copie qui se fait dans la section globale. Et voilà. Et en fait, il y a un défaut de programmation qui fait qu'en fait, on peut copier plus de données que le buffer ne peut en contenir. Et en plus, avec des données qu'on contrôle, en fait, les données issues de la trame LoRa qu'on envoie. Et donc ça nous permet en fait derrière de réécrire des pointeurs de fonction qui se trouvent juste après. Et en fait, on récupère l'exécution de code une fois qu'on a exécuté, que le programme exécute ses pointeurs de fonction. Et donc là, on va y aller rapidement parce que je pense qu'on est en retard. On va tenter d'exploiter justement cette vulnérabilité. Donc pour ça, on va envoyer une trame spécialement conçue où en fait finalement on va remplacer l'adresse qu'on contrôle par une autre adresse du code, une autre adresse du code qui va se charger d'ouvrir la barrière. Voilà. Et donc là, voilà, avec cette trame là, en fait, si vous voyez à la fin là, DC, je sais pas combien là, en fait ça c'est l'adresse d'une fonction qui permet d'ouvrir la barrière. Et là on va rejouer la même avec voilà. On peut aller plus loin. Alors je pense que j'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais en fait, parce que là, vous allez me dire c'est assez facile comme exploitation. Mais si on voulait faire des shellcodes plus évolués, par exemple, appeler des fonctions qui sont un peu plus évoluées, qui prennent des paramètres, comment on fait pour écrire un shellcode et contrôler, en fait, mettre ce qu'on veut dans ces paramètres-là. Il existe une technique qui s'appelle le JOP. Donc c'est le Jump Oriented Programming, c'est un peu comme le ROP pour ceux qui connaissent. Et en fait, elle consiste à aller chercher des gadgets en mémoire afin de... Donc, les gadgets, c'est des portions de code en fait, afin d'aller vraiment modifier les registres comme on l'entend. Et ainsi, on arrive derrière à faire des shellcodes un peu plus évolués. Et là, on en a fait un. Donc Yann, si tu peux le lancer, qui permet en fait d'appeler une fonction qui pilote le sens de rotation et l'angle de rotation.
Et en fait, on s'est aperçu qu'en exploitant, voilà. Donc là, on arrive à faire bouger la barrière plus que normalement c'est autorisé. Et on arrive aussi à le faire dans l'autre sens. Et en fait, on s'est aperçu lors de l'exploitation que le deuxième argument, en fait, il était lié à la taille de notre trame. Donc en fait, juste en faisant varier la taille de notre trame LoRa qu'on va envoyer, on va être capable de modifier l'angle de rotation de la barrière. Et si on était vraiment méchant, on pourrait se dire, tiens, je l'ouvre un petit peu et puis je la ferme beaucoup et je casse des choses comme ça. Bon, c'était très, très rapide. J'espère que je vous ai pas trop perdu et pas trop endormi. Et puis voilà, c'est bon pour nous. On sera présent demain pour vous faire une démonstration sur des ICS, comment réimplémenter son programme Stuxnet dans un automate qui n'est pas Siemens. Et le jeudi, il y aura Nicolas qui nous fera une démonstration d'une élévation de privilèges sur un antivirus bien connu. Alors, d'abord, bravo à vous. Et puis, par la suite, on va passer aux questions avec notamment cette démonstration. Est-ce que dans l'assistance, il y aurait des questions quant à différents points abordés? Oui, j'ai une question au fond. Bonjour messieurs, félicitations, hein, ça a l'air d'être assez technique. Ouais, justement, combien de temps il vous a fallu pour décompiler tout ça et arriver jusqu'au bout, analyser? C'est des heures ou des jours de boulot, non? Ouais, si, c'est vrai. Et en fait, on aime bien ça aussi, mais là, en plus, on voulait faire une démo autour de l'ESP32, qui était un truc qu'on trouve bien dans le IoT. On n'avait jamais vraiment travaillé avec. Et du coup, c'était aussi enrichissant intellectuellement parce que c'était une nouvelle technologie, des nouvelles façons. Moi, le job, je connaissais pas avant. Et donc, c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là. Mais oui, il nous a fallu quelques petites heures pour refaire la petite maquette. Les Lego, c'est des longues soirées chez Yann à se dire quelle couleur on va mettre dessus. Non, mais le schéma final, effectivement, représente bien l'environnement qu'on connaît tous. La sécurisation d'un domicile, l'accès ou le poste de contrôle qui peut être géré par automatisation lorsqu'il n'y a pas assez de personnel, les systèmes de sécurité qui peuvent paramétrer des entrées, des autorisations ou même des fonctions sur des machines-outils ou sur des outils industriels qui, dès lors qu'ils soient piratés, en fait, au-delà d'une simple barrière qui ne s'ouvrirait pas correctement, vient tout à fait non seulement dévaster une chaîne de production, mais en plus casser sur un mouvement de force ou sur un mouvement de contre, de contre-mécanique, toute une chaîne de production, spécialement chez Airbus. Enfin, vous voyez. Oui, bien sûr. Effectivement, vous plaisantiez effectivement sur cette présentation très ludique et très parlante, parce qu'encore une fois, sur l'Internet des objets, pour nous, c'était tout de suite, en tant qu'utilisateur du quotidien, assez parlant et un exemple concret. Mais effectivement, dans les demandes et dans les formulations que peuvent avoir vos clients par rapport à ces solutions techniques, j'imagine bien évidemment que l'application est éminemment industrielle et sur des processus qui sont évidemment très, très coûteux et très longs. Oui, c'est clair. C'est pour ça aussi qu'on fait pas mal d'investigations en fonds propres sur justement aller regarder un petit peu les technologies, aller un peu plus loin, comment ça fonctionne. C'est justement derrière pour adresser un peu cet aspect défensif aussi. Comment on arrive à s'en prémunir. C'est vrai qu'ici, par exemple, au Hacking Lab et sur le forum, nous parlons très fréquemment d'intrusion dans des systèmes, de dépôt d'un logiciel ou d'un virus, mais peu de fois ont été abordées effectivement l'intrusion sur quelque chose de l'ordre d'un système de commande qui lui-même peut être la clé finalement d'un processus industriel. Oui, tout à fait. Puis alors là, on parle d'exploiter une station, un poste lambda. On a des antivirus, des solutions qui font bien ça. Là, quand on parle d'un système IoT, aller détecter qu'il y a quelqu'un qui s'est mis au fin fond de votre puce et qui potentiellement il peut derrière aller rebondir sur le système d'exploitation en vue d'agrandir son attaque. C'est vachement plus compliqué d'aller. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de forensic sur de l'ESP32 par exemple. Par définition, en lui-même, effectivement, l'Internet des objets est une connexion assez nébuleuse qui peuvent toucher des objets du quotidien tout en même temps que dysfonctionner. On a tous eu une commande ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Le fait de passer l'étape de il y a un problème à il y a une intrusion est effectivement quelque chose de crucial pour une entreprise, car évidemment le fait de s'en rendre compte et de tout de suite pouvoir travailler dessus fait gagner énormément
de temps et d'argent. Oui. Bah, nous, on se contente de casser, puis c'est les gens qui réparent. En tout Voilà. cas, qui trouvent des solutions de défensive. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres interrogations sur ce point abordé ici de l'Internet des objets? Pardon, au fond. En fait, vous avez fait ça avec quel budget exactement? Parce que là, je vois que vous utilisez des dongles USB qu'on trouve dans le commerce. Oui. Ah, c'est pas très cher, ouais. Oui, ben c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que vous avez l'air d'avoir utilisé du matériel qu'on peut vraiment trouver assez facilement. Ouais, tout à fait, ouais. Mais ben, c'est pour ça que ces chips-là, on les retrouve un petit peu partout, hein, dans les systèmes d'alarme, enfin, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de regarder tout ça. Ouais. J'ai vu que vous aviez un GitHub aussi, où vous avez Oui. mis le compte rendu. Comment? Vous avez mis les outils que vous avez utilisés dans votre GitHub. Oui. Enfin, l'outil principal qui a permis de détecter, permettre de faiser avec en émulant le code. Tout ça, c'est sur GitHub. Et j'en profite. Enfin, je fais de la pub pour mon outil, mais si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus. Et en fait, cet outil-là, on l'a appliqué sur des architectures Xtensa. Mais la magie, c'est comme on s'appuie en fait sur Ghidra, qui supporte énormément d'architectures CPU. En fait, l'outil peut être réutilisé sur toutes les architectures que supporte Ghidra, c'est-à-dire énormément. Alors, bah, ça donne envie à s'intéresser à Ghidra. Oui. D'autres interventions? Une question, un point, quelque chose, Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. Merci pour votre intervention. Merci, bravo pour votre travail.